Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et on parle cette semaine des 30 ans du programme Erasmus, un succès incontesté, lancé en 1987. Il a permis à plus de 5 millions de jeunes de partir à l'étranger, soit 270 000 par an. Parmi cette génération Erasmus, beaucoup en ont retiré une conscience plus forte d'être européen. Aujourd'hui, le programme s'ouvre à de nouveaux profils avec Erasmus+. Et puis l'Europe veut rendre le programme Erasmus plus accessible. Le montant des bourses et les opportunités de stage à l'étranger vont augmenter dès la rentrée 2018. On en débat avec nos invités. Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, centriste. Vous suivez de près ce programme Erasmus+. Vous allez nous en parler. Karima Delli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne française du groupe des Verts. Mais avant de parler d'Erasmus, des 30 ans d'Erasmus, l'actualité de cette semaine, c'est le glyphosate, cet herbicide controversé. L'Europe a réautorisé le glyphosate pour 5 ans. 18 pays ont voté pour. La Commission a ainsi obtenu la majorité qualifiée requise. Lâchée par l'Allemagne, la France assure qu'elle interdira l'herbicide au plus tard dans 3 ans. François Goulin. C'est un coup dur pour la France, l'Italie et les 7 autres pays européens opposés à la prolongation du glyphosate. La proposition de la Commission européenne de reconduire l'autorisation de l'herbicide pour 5 ans a été finalement retenue, une décision que regrette le ministre de la Transition écologique. Il faut voir d'où on vient. Si on n'était pas intervenu, je pense qu'on aurait revoté une autorisation pour 10 ans. 5 ans, c'est trop long. Et les mesures d'accompagnement, me semble-t-il, pour l'instant, sont insuffisantes. Mais bon, c'est le jeu des institutions européennes, il faut le respecter. Maintenant, on va regarder ce que la France peut faire de son côté. Emmanuel Macron a tout de suite annoncé une date butoir pour le glyphosate en France. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard, dans 3 ans. Les associations de défense de l'environnement prennent le président au mot. Donc il engage le gouvernement français. On sera vigilant à ce que cette promesse soit respectée et on contribuera avec d'autres à aider à ce qu'elle le soit. À Bruxelles, c'est l'Allemagne qui a fait pencher la balance. Jusque-là abstentionniste, Berlin a finalement voté pour, créant une division au sein même du gouvernement. Dans le camp de la France, l'Italie et l'Autriche étaient également inquiets des conséquences du glyphosate, classé cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Karima Delli, c'est un revers pour la France? C'est un coup dur. C'est un coup dur, mais en même temps, la France a toujours dit qu'elle était pour justement une interdiction. Et comme le dit Nicolas Hulot, les premières négociations, c'était renouvellement après 10 ans. Donc aujourd'hui, on est sur 5 ans et le gouvernement français s'engage pour 3 ans. Maintenant, il faut mettre en œuvre toutes les alternatives et faire en sorte d'accompagner aussi nos agriculteurs, parce que c'est eux aussi qui aujourd'hui utilisent grandement le glyphosate, et de montrer que oui, au chimique, il y a du mécanique, et donc il y a des alternatives, mais il faut y aller de manière rapide et efficace. Qu'est-ce que ça signifie pour les agriculteurs français? La France, elle veut arrêter l'utilisation du glyphosate d'ici 3 ans. Est-ce qu'on peut interdire des produits autorisés par l'Europe? Qu'est-ce qui va empêcher nos agriculteurs français d'aller s'approvisionner en Allemagne? Pas seulement les agriculteurs, mais les consommateurs. J'avoue ma perplexité parce que le marché, il est européen. Et s'imposer des contraintes sans doute coûteuses au nom de la santé publique, ce qui est vertueux incontestablement. Mais dans un marché qui est européen, c'est prendre le risque d'être marginalisé sur ce marché. Donc ce que je souhaite, c'est que tous les efforts soient accomplis dans le domaine de la recherche pour mettre au point des produits de substitution. Et puis enfin, je voudrais dire que ceux des agriculteurs qui entendent produire sans avoir recours au glyphosate, c'est leur responsabilité. Et peut-être peuvent-ils tenir un discours en direction des consommateurs. Leurs produits seront sans doute plus chers que les produits de la concurrence. Mais si les consommateurs sont désireux de se mettre à l'abri des conséquences éventuelles préjudiciables
du glyphosate, ils pourraient à ce moment-là faire ce choix. Donc, Oui. Responsabilité des agriculteurs. On a interrogé les Français sur le glyphosate. 8 Français sur 10 sont contre le glyphosate. Parce qu'ils ont conscience que les conséquences vont être dramatiques sur leur santé, mais aussi sur l'environnement. Le glyphosate, ça atteint les sols. Potentiellement cancérigène. Voilà. Donc, nous, il faut se dire, on met en place, oui, le principe de précaution. Maintenant, c'est une révolution parce ça fait 30 ans qu'on est dans un modèle agricole qui est productiviste. Et donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle réorientation de notre agriculture qu'il va falloir faire. C'est pour ça qu'il faut accompagner les agriculteurs, montrer qu'il y a d'autres alternatives parce que sur nos territoires, on a des belles pratiques et faire en sorte que demain, nos consommateurs mangent mieux avec des produits de qualité et surtout faire attention à leur santé. En attendant, le glyphosate est réautorisé en Europe pour 5 ans. C'est quoi? C'est la victoire des lobbies de l'industrie agrochimique, Jean Arthuis? Comment vous voyez Il y a un débat, il y a une forte suspicion ce revirement de l'Allemagne? De conflit d'intérêts entre les chercheurs. J'avoue que je n'arrive pas à me faire une opinion. On a des rapports très contradictoires dans leurs conclusions. Je reconnais que le principe de précaution, dans le cas particulier, pourrait trouver à s'appliquer. Mais, encore une fois, nous avons à être très, très vigilants parce qu'on va s'imposer des contraintes particulières en Europe. Et au même moment, l'Europe négocie avec le monde entier, avec le Mercosur, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Et donc, créer des contraintes que devront assumer nos agriculteurs, alors même qu'on ouvre le marché très largement, attention, Emmanuel Macron parle fréquemment d'une Europe qui doit nous protéger. Je souhaite pour ma part que l'on mette en cohérence les dispositions qui sont prises au plan sanitaire, au plan de la santé publique et le commerce extérieur. Mais on peut dire quand même que c'est la victoire des lobbies. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur des études, sauf que ces études, et ça a été prouvé, que des chercheurs ont été financés par Monsanto et ont montré que non, vous inquiétez pas, circuler, il n'y a rien à voir, puisque le glyphosate n'est soi-disant pas cancérigène. L'OMS le dit aujourd'hui, on a des chiffres. Ne prenons pas les citoyens et les consommateurs en cobaye. On ne peut pas jouer avec la santé publique. Et donc, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que dans 5 ans, on va nous jouer le même cirque. Les lobbies le travail des lobbies aurait des conséquences sur le choix des États. On sait qu'ils ont des... ils agissent ici au Parlement européen. Regardez l'Allemagne. Je veux dire, on sait que la fusion Bayer-Monsanto n'est pas sans conséquences derrière. On sait très bien que Bayer, ici, entreprise allemande qui a racheté Monsanto. Voilà, on sait qu'ici, le poids des lobbies est très très fort. Maintenant, la question est de savoir, nous, la France, et moi je fais confiance notamment au gouvernement, qui s'engage sur une interdiction après 3 ans. Donc on a 3 ans pour réunir les acteurs, accompagner nos agriculteurs et faire en sorte que nous soyons les leaders des produits de qualité. C'est ça qu'on attend aussi de la France. Je souhaite que la France puisse convaincre ses partenaires dans les 3 ans qui viennent pour que tous les pays européens appliquent le même dispositif, la même prohibition du glyphosate et que l'Europe se donne les moyens de revoir les traités de libre-échange qui laissent venir sur le marché des produits qui sans doute n'ont pas respecté les normes que nous nous imposons et que nous imposons à nos propres producteurs et agriculteurs. Donc oui à la souveraineté alimentaire, oui à la sécurité alimentaire, mais tirons-en les conséquences en termes de libre-échange. Allez, on passe maintenant à notre partie magazine, les 30 ans du programme Erasmus. Et ce reportage en Espagne, heureux comme Erasmus à Grenade, avec près de 2300 étudiants Erasmus chaque année, la ville espagnole a vu son université bondir dans le classement de Shanghai. Et la vieille cité andalouse s'est muée en un lieu dynamique, ouvert sur le monde. Le reportage à Grenade de Rim Benhammer. Allez, Erasmus! Il est 19h, c'est l'heure de l'apéritif dans cette colocation d'étudiants Erasmus de Grenade. L'occasion de se raconter leur journée à la fac. ¿Cómo estaba tu curso? ¿Qué tal hoy? Bien, muchas clases o solo 3. 2 Italiennes, une Mexicaine et un Français partagent cet appartement. Le Français, c'est Tom. Il est arrivé à Grenade il y a 3 semaines. À 19 ans, c'est son premier saut dans l'inconnu. Pour moi, c'est l'émancipation réelle, complète, l'indépendance
de ma famille, de mes parents, c'est la vie tout seul, quoi, pouvoir me débrouiller tout seul, pouvoir me prouver à moi-même que je peux vivre tout seul, loin de mon pays, loin de ma famille. Et après, d'un point de vue culturel, c'est surtout aussi m'ouvrir sur le monde entier, quoi, ne plus rester uniquement sur mon cadre français, avec ma culture, ma langue, mais aussi apprendre de nouvelles choses tous les jours sur des pays qui peuvent être super lointains, quoi. Avec ses colocataires, ils sortent plusieurs fois par semaine et comptent bien profiter de cette année de fête. Mais l'Erasmus, c'est surtout une année pour se former. Tom est étudiant en droit, il est passé des amphis d'Orléans à ceux de la faculté de San Pablo. Tous les cours sont en espagnol et il faut tenir le rythme. Au début, on a du mal à parler avec tout le monde parce qu'on est un peu limité en termes de langage. Après, niveau scolaire, c'est vrai que les premiers cours en espagnol, on sort du cours avec une barre juste ici parce que la prof a des bites, c'est des mots techniques qu'on ne connaît pas forcément et ils ont un accent un peu particulier ici. Donc c'est vrai que l'intégration au niveau de la ville a été très rapide et assez réussie. Et l'intégration scolaire, elle, demande plus de temps quand même parce qu'il faut s'habituer au rythme des profs et à un système qui est différent de la France justement. Comme Tom, plus de 2300 étudiants étrangers viennent ici chaque année pour leurs échanges universitaires. D'un côté, la ville est très attractive. D'un autre côté, Grenade est une faculté qui compte, qui a un certain prestige et qui est reconnue pour sa qualité d'accueil. Donc, d'une année sur l'autre, les gens se passent le mot et c'est ce qui fait que Grenade est la première faculté pour l'accueil des étudiants étrangers. L'autre argument de la ville andalouse, c'est le coût de la vie peu élevé, avec des colocations à 300 € en moyenne. Les étudiants Erasmus ont une bourse de 1 500 € par an. La faculté, elle, ne reçoit pas de subvention de l'Union européenne, mais elle gagne beaucoup, comme la ville de Grenade. En 30 ans, 40 000 étudiants ont apporté à la ville une richesse multiculturelle. Ces jeunes apportent avec eux leur mode de vie, leur manière de penser. C'est aussi une importante richesse économique. Chaque année, ces étudiants rapportent 15 à 20 millions d'euros à la ville. En 30 ans, près de 5 millions de personnes ont pu faire l'expérience Erasmus à travers toute l'Europe. Depuis 2014, le programme d'échange s'est transformé en Erasmus+, soit des partenariats avec plus de 169 pays du monde entier. Il s'est aussi ouvert aux apprentis et aux chômeurs. D'ici à 2020, 2 millions d'Européens supplémentaires pourraient profiter de cette expérience internationale. Voilà pour ce très beau reportage à Grenade de Rim Benhammer. Jean Arthuis, 30 ans après, quel bilan vous faites du programme Erasmus? Une belle idée qui a bien marché? Très positif. Lorsqu'on interroge les Européens et qu'on leur demande quels sont, à leurs yeux, les symboles de l'Europe, c'est la monnaie, l'euro, et c'est Erasmus. Et on a fêté le 30e anniversaire avec ces manifestations Erasmus Day dans toute l'Europe. Je crois que c'est un des grands et beaux programmes, parce que c'est une façon aussi pour les jeunes d'aller à la rencontre d'autres pratiques d'enseignement, d'autres n'ont pas de culture, parce que les Européens ont les mêmes valeurs, mais c'est une façon de sortir de sa zone de confort. Et puis, c'est dans ces conditions que la citoyenneté européenne se renforce et qu'on jette là les fondations les plus sûres pour la construction européenne. Karima Delli, il y a quand même des critiques, ces étudiants Erasmus qui restent entre eux, qui ne parlent pas la langue du pays, de la population, qui ne se mélangent pas avec la population. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux pour casser cette image de... Alors, il y a eu... L'auberge espagnole, on fait la fête. Il y a eu plusieurs images d'Erasmus. D'abord, ça a été dit comme un programme élitiste. C'est-à-dire, ça favorisait une certaine population de jeunes. Aujourd'hui, avec le Erasmus+,
ça concerne tout le monde et même les jeunes les plus défavorisés. Donc ça, c'est un plus. La deuxième chose, c'est qu'il était au départ juste pour des étudiants. Aujourd'hui, on voit, le panel est agrandi. On aura les apprentis. Ça, c'est très important. On a aussi des chômeurs. Et j'entendais M. Moscovici qui va même pousser pour dire, et c'est bien, il dit qu'il faudra même l'ouvrir notamment aux migrants. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais le résultat, il est certes satisfaisant parce qu'on a l'image, il y a un renforcement de la citoyenneté, et puis sur le CV, c'est un plus pour les jeunes. Ceux qui ont une expérience à l'étranger, dans leur CV, c'est considéré par les employeurs comme un avantage considérable. Maintenant, au bout de 30 ans, on regarde, c'est 9 millions de personnes. 9 millions de personnes, c'est pas beaucoup. Et donc, là, il va falloir se donner des objectifs. Et moi, je crois que notre objectif, c'est de sauver le budget, notamment d'Erasmus dans la période qui va arriver, mais aussi permettre aux jeunes Anglais, parce qu'avec le Brexit, on se pose la question de que vont devenir ces jeunes Anglais. Est-ce qu'ils vont pouvoir encore avoir recours à ce programme Erasmus? Et la deuxième chose, c'est pousser sur des nouveaux programmes. Et là, je suis d'accord avec mon collègue Jean Arthuis, qui montre à quel point, oui, la place des apprentis, elle est également sur cet Erasmus. Et on va voir comment vous allez gérer la question notamment des contrats de travail, qui est une question importante. Pourquoi inclure les apprentis dans le programme Erasmus alors? Et pourquoi les exclure? Oui. Pourquoi les exclure? Notre ambition, c'est que les apprentis aient les mêmes droits d'accès à Erasmus que les étudiants. On voit bien qu'il y a des apprentis qui partent en mobilité, mais ils partent en moyenne 2 semaines, 3 semaines, ce qui n'est pas satisfaisant. Donc, nous avons déposé un projet pilote pour expérimentation et Karima Delli avait été signataire de ce projet pilote pour expérimenter, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas pour les apprentis. Et ça ne marche pas, contrairement aux étudiants. Les étudiants à l'université, ils ont passé des accords à Bologne. Bon, on reconnaît mutuellement les acquis de cette mobilité lorsqu'on va une année à Grenade ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais pour les apprentis, 28 pays, ça veut dire pratiquement 28 statuts différents de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est à la fois un contrat de travail et c'est un contrat de formation professionnelle. Et ce que nous voulons, c'est permettre aux apprentis de partir, mais pas seulement 15 jours. C'est très bien 15 jours, parce que ça leur donne envie de partir. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir une véritable immersion dans le pays. C'est dans ces conditions qu'on parle une autre langue que la langue du pays d'origine. Et c'est une façon de démocratiser Erasmus que de l'ouvrir aux apprentis. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. C'est un instrument extraordinaire. Parce que si nous avons lancé ce projet pilote, c'est parce que nous avons un vrai scandale en Europe, le chômage des jeunes. 1 jeune sur 4 est au chômage. Et dans certains pays, c'est 1 jeune sur 2. Sauf dans les quelques pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, qui ont une tradition d'apprentissage enracinée dans la culture économique, sociale, éducative. Donc nous avons tout à gagner en allant à la rencontre des autres pour appliquer les bonnes pratiques. C'est notre détermination. Et j'ai bon espoir qu'on y arrive parce que la Commission vient de reprendre à son compte notre projet pilote. Et pour la période 2018, 2019 et 2020, elle a fléché 400 millions pour la mobilité longue de 50 000 apprentis. C'est un premier pas. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut qu'on commence à lever les obstacles. Par exemple, en France, le contrat d'apprentissage ne peut pas être suspendu. Ça veut dire que si un jeune part pendant une année, il est toujours sous la responsabilité juridique de son maître d'apprentissage français. S'il a un accident, c'est le maître d'apprentissage français qui sera tenu pour responsable et c'est le maître d'apprentissage français qui doit le rémunérer. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, le gouvernement m'a confié une mission pour faire des propositions dans le cadre d'un projet de loi qui va venir au printemps devant le Parlement français pour précisément réformer l'apprentissage, mais aussi lever les freins à la mobilité pour les apprentis. Karima Delli, les jeunes Erasmus sont souvent issus des milieux favorisés. C'est ce que disent les enquêtes. Comment on fait pour démocratiser un peu plus tout cela? D'abord, il faut en parler. Il faut que l'information Erasmus soit partout. Le problème, c'est que souvent, soit c'est dans les Sciences Po, soit c'est dans les grandes facs, etc. Il faut que ce soit partout, notamment dans les lycées professionnels. Ça, moi j'insiste sur ça, parce que justement,
ils ont accès et ils ont droit à ces Erasmus. Donc il faut y aller. Il faut faire des vraies campagnes nationales sur Erasmus. Aujourd'hui, on voit bien que Erasmus, ça a été souvent au début du bouche à oreille. Tout le monde connaît ce programme. C'est juste un problème d'information, selon vous? Moi, je pense qu'il y a ça. Et ensuite, il y a aussi cette barrière de la langue. Souvent, beaucoup de personnes et de jeunes ont peur de faire Erasmus parce qu'ils se disent on ne va pas y arriver parce que je ne connais pas la langue du pays. Et là, il faut les encourager à dire justement, le but, c'est de permettre de découvrir une autre langue, mais surtout Erasmus, et on ne le dit pas assez, c'est que ça permet aux jeunes de se découvrir soi-même. Et je pense que ça, en termes de capacité intellectuelle et de capacité de projet, etc., c'est véritablement un avantage considérable. Donc on l'a dit, le montant des bourses et les opportunités de stage à l'étranger vont augmenter dès la rentrée 2018, dit Pierre Moscovici, mais en même temps, le succès du programme dépasse actuellement les capacités budgétaires prévues. En 2017, s'il avait fallu accepter toutes les demandes en France, 49 millions d'euros supplémentaires auraient été nécessaires. Il y a un risque que les financements ne soient pas à la hauteur des ambitions. Il faut de nouveaux contributeurs au programme. C'est le problème, collectivités, entreprises. De l'Union européenne. On a des programmes qui fonctionnent bien. Je pense à un programme de recherche qu'on appelle Horizon 2020, c'est l'avenir de l'Europe. On écarte 89% des projets éligibles parce qu'on a annoncé un dispositif, mais on n'a pas les crédits correspondants. Erasmus, c'est pareil, c'est une machine à faire de la frustration, puisque pratiquement, on écarte la moitié des demandes. Oui. Le budget global pour Erasmus, sur la période 2014-2020, c'est un peu plus de 14 milliards. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il va falloir que nos chefs d'État et de gouvernement qui ont eu des propos lyriques à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire mettent les actes à la hauteur des paroles. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir parlé de ce programme Erasmus qui fête ses 30 ans et parler du futur aussi. On passe à notre rubrique de fact-checking. Cette commission a soumis au Conseil et au Parlement plus de propositions en matière de fiscalité que n'importe quelle autre commission antérieure. C'est Jean-Claude Juncker, le patron de la commission, qui le dit. Vrai, faux, c'est Checkpoint, préparé par Thomas Mignon. Les propositions législatives de la Commission européenne. Dans le domaine de la fiscalité, le président Jean-Claude Juncker s'est félicité de son bilan lors d'un passage en Belgique. Cette commission, dit-il, a soumis au Conseil et au Parlement plus de propositions en la matière que n'importe quelle autre commission antérieure. Alors, combien la Commission Juncker a-t-elle soumis de propositions ? Toute matière confondue, l'actuelle Commission européenne a fait 949 propositions au Parlement et au Conseil européen depuis son entrée en fonction en novembre 2014. Mais retirons tout ce qui se rapporte à la migration, la santé, la mobilité ou encore l'environnement pour ne finalement garder que la fiscalité au sens le plus large. Nous obtenons 93 propositions législatives. Alors est-ce mieux que toute autre commission ? Eh bien, si l'on remonte dans le temps, jusqu'à la première équipe de commissaires présidée par Walter Hallstein, on voit que la fiscalité n'avait pas le même poids ou la même importance. Il faut attendre les équipes de Jacques Delors pour voir un sursaut des propositions fiscales. Mais c'est à la commission de Romano Prodi que l'on doit le plus important nombre, avec pas moins de 159 textes proposés, soit bien mieux que l'actuelle commission. Alors pourquoi Jean-Claude Juncker se permet-il cette affirmation ? Eh bien difficile à dire, car pour l'instant, sur le seul critère de quantité, il n'y a qu'en réduisant le champ aux textes liés à l'évasion et l'optimisation fiscale que l'on parvient à peine à faire remonter sa commission sur le podium. Là, l'équipe Juncker a fait 18 propositions, ce qui la place juste derrière son prédécesseur, José Manuel Barroso. L'avantage revient uniquement à Juncker d'un point de vue proportionnel. Ramené au nombre de propositions par 100 jours de mandat, cela fait une proposition, 6. Et là, c'est un fait, personne n'a encore fait mieux dans l'histoire de la Commission. Barroso, deuxième, est à un texte, 16 sur l'évasion par 100 jours de présidence. Reste qu'en termes absolus, dire que l'équipe Juncker a soumis le plus de propositions législatives sur la fiscalité, c'est faux.
Alors Thomas Mignon nous a rejoint, c'est vous le grand ordonnateur de cette rubrique de fact-checking. C'est reparti pour une nouvelle saison. Ben oui, une nouvelle saison de Checkpoint, donc notre séquence de fact-checking, c'est-à-dire de vérification par les faits. Et comme l'année dernière, eh bien, les personnalités publiques n'ont qu'à bien se tenir, qu'ils soient députés nationaux, européens, qu'ils soient ministres, chefs d'État ou même commissaires européens, voire même président de la Commission, comme on vient de le voir. Nous passerons leur déclaration à l'épreuve de notre thermomètre de la vérité pour voir si leurs déclarations sont plutôt dans le chaud ou dans le froid de la véracité des faits, avec une nouveauté cette année. Vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a toute une équipe Exactement, derrière. voilà. Cette année, toute une équipe de la RTBF se mobilisera et se relaiera pour vous proposer chaque semaine une séquence de fact-checking, donc Checkpoint. Eh bien, merci Thomas à Checkpoint, une rubrique très appréciée ici à Europe Hebdo. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.